Bien, je vais vous parler de l'aventure de François Legatte. C'est un aventurier, on va dire comme ça, qui est passé à l'île Rodrigue et puis qui a séjourné également à l'île Maurice dans des conditions encore plus difficiles. C'est un des premiers occupants de l'île Rodrigue. Et dans ma thèse d'histoire, soutenue en 2011 à l'Université de La Réunion, je parle de lui puisque je fais une étude psychologique et comportementale des différents colonisateurs dans l'océan Indien à l'époque moderne, c'est-à-dire les Portugais, les Hollandais, les Anglais et les Français. Il y en a eu d'autres, il y a eu un peu les Espagnols, mais enfin en moindre importance. Et je ne pouvais pas parler de la mentalité des Hollandais sans évoquer l'aventure de François Legatte à l'île Rodrigue et surtout à l'île Maurice vers la fin du XVIIe siècle. Ce protestant bourguignon, âgé d'une cinquantaine d'années, ayant passé 4 ans dans les geôles de France pour avoir refusé de se convertir au catholicisme après la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV, quitte les Pays-Bas en 1690 accompagné de 9 autres Français sur un navire en partance pour l'océan Indien. Leur mission, aller prendre possession de l'île Mascareigne, à l'époque l'île Bourbon, au nom du marquis de Duquesne, qui était autorisé par les États généraux en cas où il n'y eut point de Français sur l'île. Alors c'est écrit tel quel. Ou au cas contraire, s'installer sur l'île Diego Ruiz, c'est-à-dire l'île Rodrigue, et y demeurer jusqu'à l'arrivée de la colonie qui ne tarderait pas tout au plus que 2 ans. C'est écrit comme tel. Voilà. Alors moi, pour vous faire ces citations, je me sers du livre de François Legatte, titré « Les naufragés de Dieu, aventure d'un protestant et de ses compagnons exilés en 2 îles désertes de l'océan Indien, 1690-1698 ». C'est paru aux éditions Phébus, à Paris, en 1995. Et l'édition, c'est une reprise et une correction de l'édition de Lorme, paru du vivant de l'auteur à Amsterdam, puis à Londres, et intitulé « Voyage et aventure de François Legatte et de ses compagnons en 2 îles désertes des Indes orientales ». Voilà. Alors, bien entendu, l'île Bourbon, à cette époque, elle est occupée par plus de 300 habitants français. C'est une procession catholique, de Français catholiques. Et le débarquement de 10 immigrants protestants venant de Hollande apparaît presque impossible. Bien que il y a des pirates qui s'installent sur l'île Bourbon et qui sont très certainement protestants. C'est d'ailleurs la cause même de leur piraterie. Mais bon, Legatte préfère aller s'installer avec sa petite bande et se faire déposer plutôt sur l'île Rodrigue qui est déserte. Donc le bateau repart. Et là, ils vont y vivre 2 ans comme des précurseurs de Robinson Crusoe. Dans son mémoire, Legatte ne se plaint pas de ce long séjour uniquement entre hommes. L'endroit est hospitalier, la flore et la faune y sont relativement généreuses, et surtout, on peut y pratiquer librement sa religion. Alors voilà ce qu'il dit: « Nous nous trouvions heureux d'être unis en un même sujet, sans cette fausse sapience des sages et cette pernicieuse intelligence des entendus et des disputeurs et novateurs de ce siècle, qui ont causé tant de funestes partialités et tant de désordre dans le monde chrétien. » Voilà. Ça, c'est une parole de Legatte, puisque c'est son mémoire. Même l'absence de compagne ne semble pas peser au vieux François, qui d'ailleurs n'hésite pas à dénoncer auprès de ses jeunes compagnons, et je cite, « les inconvénients du ménage. On dit qu'il y avait une sorte d'incompatibilité entre un naturel esclavage et le juste et naturel amour de la liberté. » Il considère le mariage comme un esclavage. Que c'était une résolution bien étrange que de se soumettre à une servitude sans fin. On ajouta que la beauté des femmes n'était pas beaucoup plus durable que celle des fleurs, que les douceurs dont on se flattait avec elles n'avaient guère de solidité, et qu'après tout, cette devise des gens mariés subsistait toujours pour un plaisir, 1000 douleurs. Il est assez drôle, le vieux Legatte. Alors moi, j'ajoute, c'est un avis qui peut se défendre. C'est vrai que pour un plaisir, 1000 douleurs. Bon,
moi je me défends pas de cet avis-là, je suis impartial, je suis historien et ma vie privée ne regarde personne. Hein. Mais ce plaisir-là finit par manquer à des hommes beaucoup plus jeunes que lui et qui, ne voyant arriver aucun navire à l'île Rodrigue, se décident au bout de 2 ans à la quitter. Un des aventuriers périt au premier essai d'embarquement. La traversée vers Maurice de plus de 500 km sur une fragile barque de 22 pieds de quille, 6 de large et 4 de hauteur. Ça fait en mètres 7 mètres de long, 2 mètres de large et un peu plus d'1 mètre de haut. D'accord. Cette profondeur de l'embarcation permet d'y fixer solidement un mât pour supporter les voiles. Hein. Voilà. Mais quand même, c'est pas un gros bateau. Hein. 7 mètres de long sur 2 mètres de large et 1 mètre de profondeur. Si la mer est mauvaise, c'est pas évident. Hein. Alors, naturellement, très vite, les choses se gâtent. Hein. Le navire est difficile à guider. Ils ont une mauvaise boussole et ils essuient des vents contraires et une terrible tempête. Hein. Leur abordage à l'île Maurice révèle du miracle, hein, relève du miracle. Hein. Il a fallu une dizaine de jours pour atteindre l'île Sœur où ils échouent complètement par hasard. Il faut savoir quand même que l'île Maurice c'est tout petit. Hein. Donc dans l'immensité océanique, c'est un miracle qu'ils aient atteint l'île Maurice. Alors l'accueil qu'ils y reçoivent semble correct. Le commandant hollandais, qui s'appelle Diodati, leur promet un rapatriement en Europe. Alors voilà ce qu'écrit Le Gouat. Hein. Il nous assura en même temps, fort obligeamment, que rien ne nous manquerait, ajoutant que nous pourrions attendre ainsi un vaisseau qui devait venir dans peu de temps. Voilà. Et malheureusement, comme sur la mer, sur la terre, les choses se gâtent encore. La vente d'un morceau d'ambre gris ramené de Rodrigue éveille la cupidité de Diodati, qui, pour leur faire avouer le lieu du gisement, les exile sur un écueil aride au large de Grand-Bay, hein, donc dans le nord de l'île Maurice. Durant des mois, ils sont ravitaillés par quelques habitants qui leur apportent en cachette 300 livres de riz, des biscuits blancs, quelques flacons d'eau de vie et de vin d'Espagne. Ah, c'est quand même pas trop mal. Mais il faut imaginer quand même les conditions de vie qu'ils ont sur cet îlot minuscule avec une alimentation au strict minimum et surtout carencée. L'un d'eux meurt, sans doute du scorbut, donc ça fait déjà le deuxième. 2 autres tentent de s'échapper de leur prison naturelle et de rejoindre la côte mauricienne. Alors lui, il dit, je cite De Gouat, hein, comme le sieur Lacaze vit que son mal allait en empirant et qu'il craignait de se voir bientôt obligé de garder le lit, il résolut, pendant qu'il le pouvait, d'imiter le sieur Testard dans son entreprise et d'aller dans les bois chercher de la santé avec quelque sorte de liberté. Voilà. Donc, ils traversent, et bien entendu, de l'autre côté, sur l'île Maurice, ils sont repris, et le commandant hollandais décide alors de tous les emprisonner dans son fort en les nourrissant très peu. Vu leur état général, ça fait quand même plusieurs mois qu'ils sont sur l'îlot, hein, c'est un assassinat à petit feu. Dans son mémoire, Le Gouat témoigne également de la méchanceté des gouverneurs hollandais, hein, envers les esclaves. J'en avais déjà fait écho dans une de mes communications. Hein. Les Hollandais sont cruels, hein, par rapport aux Français. Hein. Alors, voilà ce que dit Le Gouat. Hein. La punition qu'on fait à ces sortes de gens, hein, les esclaves, quand ils sont trouvés en faute, c'est de les lier tout nus sur une échelle et de les fouetter avec une verge faite de petits roseaux découpés en aiguillettes. Après que cela a mis le corps tout en sang, on les frotte de poivre et de vinaigre. C'est gentil. Hein. Et moi j'ai lu quelque part aussi de piment. Et qu'après il est refouetté encore. Et bien souvent, le traitement les tuait. Alors finalement, pour Le Gouat et ses compagnons, après 3 ans de mauvais traitement, les rescapés de Rodrigue ne sont plus que 4 à embarquer pour l'Indonésie. Voilà. Donc ils étaient 9 au départ. A priori, 2 sont morts sur l'île Rodrigue, 1 meurt sur l'îlot, et il en reste 4. Là. Donc il y en a encore d'autres qui sont décédés entre-temps dans la prison de Diodati. Comme le commandant de Maurice nous avait mis aux arrêts dans son île, nous y fûmes toujours jusqu'à Batavia, hein, donc aux arrêts,
à notre arrivée où nous conduisit en prison. Batavia, c'est l'actuel Jakarta, c'est la capitale de l'Indonésie. Il s'appelait à l'époque Batavia, du nom de République Batave des Hollandais. Les Hollandais occupent l'Indonésie. En Indonésie, remis en liberté, ils portent plainte contre Diodati. Les juges de Batavia ne veulent pas désavouer leurs compatriotes, gouverneurs, et laissent traîner l'affaire. Il ne faut pas oublier qu'ils sont français, les compagnons à Le Goat. Alors voilà ce qu'il écrit. Après que nous eûmes séjourné 5 ou 6 mois à cet état à Batavia, monsieur le général envoya chercher celui à qui on avait donné l'emploi d'écrivain et lui dit qu'on n'avait pas encore l'occasion de faire venir monsieur le commandant de Maurice pour qu'il vînt répondre en personne à nos accusations et qu'ainsi notre affaire ne pouvait être discutée au fond, mais sans doute on nous rendrait justice en Hollande. Voilà, donc les juges de Batavia refusent de juger leurs collègues de Maurice. Le Goat est rapatrié, mais n'obtiendra pas réparation. Voilà donc comment les Néerlandais traitent les Robinson rescapés, jugent leurs co-religionnaires, quand même, ils sont tous protestants, et punissent leurs esclaves, vous avez vu. Eux qui se prétendent d'honnêtes marchands et des champions de la tolérance religieuse ne font guère preuve d'équité internationale et de charité chrétienne. Pourtant, le Goat est tout le contraire d'un individu pédant, excessif et cynique. Alors, c'est écrit par l'éditeur du livre de Le Goat, l'éditeur récent, Jean-Pierre Sicre, dit de Le Goat, le bon Le Goat, avons-nous dit, nul doute, nous avons affaire à l'une des âmes bien trempées, mais point violentes pour cela, qui ont l'honneur de porter haut et dans toutes les traverses de la vie les vertus prônées par les honnêtes gens. Fermeté et constance dans le malheur, tolérance et largeur d'esprit devant l'inconduite d'autrui, tempérance et modération le reste du temps. Eh bien, c'est des qualités que les chefs de comptoir de la compagnie hollandaise semblent visiblement méconnaître. Tempérance, modération et largeur d'esprit devant l'inconduite d'autrui. Voilà. L'historien des Mascareignes, Auguste Toussaint, confirme le caractère ombrageux et brutal de la plupart des gouverneurs de l'île Maurice. L'île reçut pour la première fois comme commandant un homme d'une certaine valeur, Frédéric Wrede, qui avait fait du bon travail au Cap. Peu après son arrivée à Maurice, il devint morose et brutal, traitant ses subordonnés avec une rigueur excessive. Il eut pour successeur d'abord un ancien pirate repenti nommé Hugo, qui ne parvint pas à maintenir l'ordre, ensuite un despote sadique nommé Lamotius, qui se livra à de telles violences qu'il dut être rappelé en 1692 et condamné à 6 années de prison. Donc voilà pour les 3 premiers. Roelof Deodati, celui qui va recevoir le Goat quand il aborde à Maurice, qui lui succéda et dont l'administration dura jusqu'en 1723, fut assurément le plus capable. Le huguenot français Le Goat eut à s'en plaindre. Le dernier commandant hollandais, Montbert van de Velde, recevait l'ordre d'abandonner définitivement l'île, ce qui fut accompli le 17 février 1710. Avant de partir, les Hollandais détruisirent tout ce qu'ils avaient élevé comme bâtiment. S'il fallait juger des aptitudes colonisatrices des Hollandais d'après leur tentative à l'île Maurice, on devrait s'en faire une bien piètre idée. C'est l'éditeur qui écrit ça. Ils s'y conduirent en effet en véritable vandale, saccageant la flore et décimant la faune avec tant d'entrain que dès 1658, lorsqu'ils abandonnèrent pour la première fois, l'île se trouvait aussi sûrement ravagée que si elle avait subi pendant 20 années consécutives le choc de 20 cyclones. Voilà. Donc l'image des Hollandais est constante, c'est-à-dire ce sont des ravageurs, ce sont des saccageurs, ce sont des gens cruels, j'oserais dire ce sont des Germains, malheureusement. Les compagnons de Le Goat et Le Goat lui-même sont des Celtes. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que Le Goat est un nom qui a une consonance bretonne. Le Goat. Voilà. Bon, il n'est pas né en Bretagne, il est né à côté de Lyon, je crois. Mais rien ne l'empêche
voilà. Voilà pour l'histoire de l'aventure de François Le Goat. Je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois. Et puis je vous dis, comme d'habitude, à une prochaine fois.